Bonsoir à tous, bienvenue, les titres de ce jeudi 3 août. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire du groupe Cair avec une poursuite de l'activité pendant 2 mois. La compagnie aérienne cherche désormais un repreneur à l'aéroport Félix-Éboué. L'activité a redémarré ce matin. Le Centre national de la recherche scientifique se penche sur le recul du trait de côte d'Awala-Yalimapo et ses conséquences. Depuis 3 semaines, un chercheur étudie le phénomène et rencontre la population, vous le verrez. Enfin, une sélection de Guyane de cyclisme sera bien au départ du Tour de Guadeloupe demain. Dylan Will, Mario Jandia, Teddy Octavia, Henrik Golitin, Viviane Van Nels et Ludwig Tebin. Sélection qui va découvrir ce Tour de Guadeloupe et se préparer pour le prochain Tour de Guyane. Hier soir, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a donc prononcé la liquidation judiciaire du groupe Cair, Air Guyane et Air Antilles, avec une poursuite de l'activité durant 2 mois. La compagnie aérienne interrégionale Express cherche désormais un repreneur. À l'aéroport Félix-Éboué, l'activité a redémarré ce matin dès 10h30 avec l'envoi d'un premier vol cargo pour Saül. Le reportage d'Isabelle Lerouge et Thierry Viviès. Après 21 jours au sol, cet avion d'Air Guyane déploie ses ailes, direction Saül. À son bord, 1,2 tonnes de fret, de l'alimentaire surtout. La suspension de la grève des pilotes sonne la reprise des liaisons vers les communes de l'intérieur. Pour l'instant, on va commencer déjà par faire des vols cargo, puisque c'est la plus grosse souffrance qu'on avait actuellement, et puis c'est plus facilement programmable. Donc on va faire 2 vols à destination de Saül et un vol à destination de Maripasoula, qui pourra ramener, bien sûr nos avions sont des vols combi, on peut ramener des passagers au retour. Au final, seuls 2 vols à destination de Saül sont effectués. Pas de vol pour Maripasoula pour l'instant. Un planning au minimum, d'autant que les effectifs ne sont pas au complet. On avait des CDD qui n'ont pas été renouvelés et également du personnel en intérimaire qui n'a pas été renouvelé non plus. La liquidation judiciaire de Cair permet donc à Air Guyane de poursuivre son activité pendant 2 mois. Une période renouvelable pour une durée maximum de 6 mois. Une satisfaction pour les pilotes et les personnels au sol, solidaires. Tous espèrent un repreneur. L'administrateur a été nommé à la barre du tribunal, semble-t-il, demain. Cet administrateur devra prendre attache avec nous. Si on arrivait à avoir une compagnie 100% guyanaise, ça serait une belle réussite. Nous, on souhaite en termes politiques, que les décisions politiques soient prises en Guyane, que la CTG, tous les élus se mettent ensemble pour qu'on ait une vraie compagnie guyanaise pour desservir l'intérieur de la Guyane. Et justement, hasard du calendrier, la collectivité territoriale communique ce matin sur l'avancée des travaux de la piste de Maripasoula. Mise en service prévue fin octobre, une manière pour les politiques de reprendre les commandes. Nous avons des besoins qui sont très particuliers, notamment qui s'expriment à travers les éléments de la délégation de service public, comme même on aurait aussi constaté que cette DSP, à travers sa convention, mérite d'être améliorée par certains moments. Donc les contacts, on les a eus avec le ministre des Transports, avec le ministre des Outre-mer, avec la Direction générale de l'aviation civile. Et puis nous avons aussi été contactés par de potentiels repreneurs qui s'intéressent à la chose aérienne en Guyane. L'État doit mettre la main à la poche de façon conséquente. Lorsqu'on fait des comparaisons, même si elles peuvent être juste aujourd'hui, on va dire, rapides, les 236 millions d'euros qui sont mis sur la table en matière de continuité territoriale pour la Corse, et lorsqu'on compare la Guyane, qui a le même nombre d'habitants, on voit qu'il y a un delta qui n'est pas négligeable. Dernier problème à résoudre, regagner la confiance des créanciers et des sous-traitants, pétroliers, manutentionnaires aéroportuaires, des partenaires essentiels au maintien de l'activité. Et pendant ce temps, une panne du système de tri des bagages a semé la pagaille pendant environ 12 heures à l'aéroport d'Orly aujourd'hui. Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, a déploré un incident qui n'est pas acceptable. Résultat, des vols retardés, certains contraints de décoller sans bagages en soute. Cette panne inédite d'origine informatique a affecté quelques 10 000 passagers et 40 vols. Le reportage de nos confrères de France 3. Une file discontinue de passagers bloqués au sol depuis des heures. À l'aéroport d'Orly, tôt ce matin, une panne se déclare sur le tapis qui achemine les bagages aux avions. Très vite, les retards s'accumulent, et ce malgré les efforts des mécaniciens pour faire redémarrer le trafic. Au total, 40 vols touchés et 10 000 passagers qui prennent leur mal en patience. Je suis arrivé à 14h, donc c'est comme ça depuis que je suis arrivé. Mon vol était prévu à 17h, il a été retardé jusqu'à 20h15. Et donc voilà, apparemment il y a un problème avec les bagages, on ne sait pas plus. Est-ce que je m'inquiète? Oui. Parce que si on part avec du retard et qu'on arrive avec du retard,
les gens qui ont des correspondances ou dont les familles les attendent comme nous. Je ne sais pas comment on va faire. Vos bagages, ils sont où là? Ils sont entreposés, entassés là-bas. Voilà. Et la seule peur qu'on ait en fait, c'est que tout soit redirigé correctement, qu'on récupère nos valises à l'île de la Réunion. Avec plus de 4 heures de retard sur certains vols, tout le personnel de l'aéroport est réquisitionné. Les passagers sont transférés dans d'autres terminaux. C'est dehors sur les barrières, il faut que vous sortiez là. Leurs bagages, eux, sont empilés à bord de bus et de camions. Beaucoup de voyageurs ont décollé sans leurs valises, mais d'après Aéroport de Paris, ils devraient les récupérer rapidement. Dans les prochaines heures qui viennent, en tout cas ça dépend des vols et ça dépend des compagnies, de ce qu'elles peuvent faire. Et nous travaillons avec elles justement pour permettre de réacheminer ces bagages le plus rapidement. Une situation que regrette le ministre des Transports, Clément Beaune. Ce qui se passe à Orly n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir des heures de problèmes de tri de bagages. L'été dernier, 15 000 passagers avaient été privés de leurs affaires à Roissy suite à une grève des bagagistes. À Orly, c'est la 3e fois depuis le début des vacances que des problèmes de bagages affectent les voyageurs. Ce soir, Aéroport de Paris annonce que la panne a été réparée. Et conséquence, le vol Air Caraïbes Paris-Cayenne arrivera à 20h45 ce soir à l'aéroport Félix Éboué avec ou sans bagages en soute. Réponse dans nos prochaines éditions. Ils avaient rendez-vous aujourd'hui. Les jeunes du FEJOC et le président de la CTG, Gabriel Serville, se sont rencontrés cet après-midi pour découvrir l'ancien foyer Don Bosco situé à Rémière-Montjoly. Ce foyer est la solution de relogement proposée aux jeunes le temps que le FEJOC soit réhabilité. La visite n'a pas été concluante. Céline Fleuzin, Belleparnasse. Toutes les chambres ont une douche, un lavabo et un WC. Avec une armoire, une de table pour que vous puissiez travailler, faire vos devoirs, et puis avec un lit. Et bien entendu, vous allez avoir... Aucun doute sur leur réaction. Les locaux ne répondent pas à leurs attentes. Le bâtiment A est composé de 17 chambres individuelles, finition des travaux prévus la semaine prochaine. Ah non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on fasse couper le mur et en même temps? Ce que je vois pour l'instant, il faut faire ça. C'est ce que vous voulez. Poursuite de la visite. Le bâtiment B, lui, compte 8 chambres collectives. Fin des travaux dans 15 jours. Cette partie ne séduit pas non plus les jeunes. Mais pour moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Moi aussi. Négatif, ça me plaît pas. Pour quelle raison? Parce que chez moi, c'est beaucoup mieux. Chez moi, c'est grand. Je suis libre. Ça ne sent pas la joie ici. Ça sent pas la joie. Oui, on aurait dit que c'est hanté, c'est renfermé, c'est loin. À leur disposition également, une salle à manger, une cuisine et une buanderie. Les locaux sont équipés d'une alarme incendie et de caméras. Je leur ai expliqué que ils vont retrouver du mobilier neuf et tout ce qu'il leur faut. Et c'est la raison pour laquelle je leur demandais également de me faire savoir, de me faire connaître leur observation, de manière à ce que je prenne en compte. Et s'il faut ajouter d'autres appareils ménagers, qu'on puisse le faire et de manière à ce qu'ils puissent trouver leur bonheur. Après la découverte des lieux, une réunion s'est tenue. Un foyer de jeunes travailleurs est en construction à la ZAC Hibiscus. Livraison prévue en 2025 dans les meilleurs délais. Les travaux du FEJOC, là où logent actuellement les jeunes, s'achèvent en 2026. Quoi qu'il arrive, ces étudiants ne seront pas logés dans ce bâtiment. Pour eux, la CTG propose un relogement transitoire. Nous avons proposé pour héberger ces jeunes dans des villas toutes neuves qui n'ont jamais été occupées par quiconque. Quand on fait ces propositions, on a du mal à comprendre que les jeunes fassent toujours une fixation sur le FEJOC et qu'ils veuillent absolument attendre que les travaux soient terminés pour pouvoir le réintégrer. Je leur ai dit, ils ont gagné sur toute la ligne, donc les actes sont concrets aujourd'hui, qu'on commence à se faire un peu confiance, même s'il y a eu des choses qui ont été faites et dites à un moment donné, je l'entends bien, qu'il y ait de la méfiance, de la défiance aussi, je suis d'accord avec ça, mais il faut avancer et que là aujourd'hui, les choses sont sur la table, à eux de faire leur choix. Les jeunes veulent la garantie de la survie de l'emplacement du foyer actuel. Ils attendent un document signé du préfet pour accepter ou non les propositions de la CTG. L'actualité, c'est aussi la mairie de Cayenne qui a présenté un nouveau projet à plusieurs riverains du secteur Baduel-Raban lors d'une rencontre citoyenne dans les locaux de la Ligue de football de Guyane. Au premier trimestre 2024, une nouvelle voie à double sens reliera la route de Raban à la route de Baduel. Tout savoir sur ce projet sur notre site internet guyanelapremière.fr avec Ludmilla Lewis.
Le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, se penche sur le recul du trait de côte d'Awala-Yalimapo et ses conséquences pour les habitants. Depuis 3 semaines, un chercheur étudie le phénomène et va à la rencontre de la population. Ingrid Saucé-Isma, Éric Léon. Sac à dos et bob sur la tête, Emmanuel Garnier sillonne chaque jour depuis 3 semaines la plage des Hades de Yalimapo. Ce chercheur du CNRS étudie le trait de côte de la commune et particulièrement le phénomène d'érosion. Mon projet sur la commune d'Awala-Yalimapo s'inscrit dans le cadre d'un projet en cours du CNRS, qu'on appelle un IRN, un réseau international scientifique, qui s'appelle RISC-10 et qui est justement consacré à la préparation des populations au changement des phénomènes naturels. Le phénomène, amplifié par l'Amazone et l'estuaire du Maroni et l'océan, est apparu il y a quelques années. La mer a déjà grignoté des mètres de plage et les stigmates sont visibles. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces palmiers qui culbutent, on les retrouve sur d'anciennes photographies. Et on arrive à les recaler, et c'est une partie de mon travail en tant qu'historien, pour essayer de mieux connaître ce qu'était le trait de côte il y a 5, 10, 20, voire 50 ans. Autre exemple, ce phare complètement détruit par les vagues. Donc ça, c'est vraiment un repère historique pour l'historien. On a des archives, on peut savoir quand il a été construit, quand il a été submergé, abandonné et s'est détruit progressivement. Les maisons situées à quelques mètres de la plage sont aujourd'hui les plus vulnérables. Ces maisons aujourd'hui sont potentiellement à risque d'être, alors pas érodées, l'érosion mettra un certain temps, en revanche, ils sont exposés au risque de submersion. Pour le besoin de ces recherches, Emmanuel Garnier échange avec les habitants, recueille des informations, des photos et leur expérience sur le phénomène d'érosion. Car les anciens se souviennent qu'ils ont déjà été déplacés. Ça a changé depuis. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils bougeaient d'autant plus facilement qu'ils vivaient essentiellement dans des carbets. Donc des carbets, c'est une structure qui est relativement légère. On peut même récupérer une partie du matériel qu'on démonte et qu'on va réinstaller ailleurs. Aujourd'hui, c'est ce que l'on voit ici, il y a bien quelques carbets, mais les carbets sont des annexes. Le bâtiment principal, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une maison. Donc il faut absolument songer à l'après. Les données récoltées, le chercheur les sauvegarde dans un rapport qui sera publié dans une revue scientifique internationale. Cette documentation servira de recommandation à la mairie d'Awala-Yalimapo pour gérer l'aménagement du trait de côte. Ça peut permettre aussi de discuter sur les meilleurs systèmes de protection. Est-ce qu'on a besoin d'une digue? Je ne le pense pas. En revanche, on peut peut-être mettre en place des systèmes de défense beaucoup mieux inscrits dans le paysage, par exemple en revégétalisant les plage. Les photos collectées, elles, seront exposées dans la commune pour sensibiliser les jeunes et préparer la population aux risques littoraux. Environnement toujours, mais au Brésil cette fois. La baie de Guanabara retrouve progressivement sa biodiversité. De 1970 à 2012, plusieurs tonnes de déchets jonchaient la zone. Grâce au travail de la Société municipale de nettoyage de Rio, les ordures ont pratiquement disparu. Esther Abitbol. Cette immense zone verte de 60 hectares est une mangrove. Des arbres y poussent entre terre et mer. Un paysage tropical qui préserve la biodiversité et qui permet la restauration de l'écosystème. Si cette mangrove a aujourd'hui des allures de carte postale, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant 42 ans, des montagnes de déchets jonchaient la baie de Guanabara à Rio. L'équivalent de 80 millions de tonnes d'ordures. En 2012, la Société municipale de nettoyage de Rio prend les choses en main. Aujourd'hui, la mangrove s'est complètement reconstituée. La faune et la flore sont revenues. Nous avons changé la donne. Depuis ce projet, les déchets disparaissent progressivement. La nature reprend vie. La faune revient. Plusieurs espèces de crabes, d'oiseaux et de poissons peuplent désormais la zone. C'est très satisfaisant pour la restauration environnementale de notre forêt de mangrove autour de la décharge de Gramacho. Elle a été très endommagée pendant de nombreuses années par les déchets qui s'y trouvaient. En 11 ans, 10 hectares de palétuviers ont été plantés. Une étape modeste mais significative dans la dépollution de la baie de Guanabara.
Cette information maintenant, le décès de M. Ildefonse Bollor, ancien vice-président de la Ligue de football de la Guyane et de l'AJ Saint-Georges. Il continuait à œuvrer au sein de la Ligue en tant que membre de la commission régionale d'appel. Il est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie. Ceux qui l'ont connu se souviennent d'un grand dirigeant et d'un grand joueur. Le coup d'envoi du Tour cycliste international de la Guadeloupe sera donné demain avec la cérémonie d'ouverture. Plus de 1270 km en 10 jours sont au programme de cette 72e édition. Avec comme à chaque tour la même question qui résonne, un Guadeloupéen peut-il briller chez lui cette année? État des lieux des forces en présence avec Jérôme Bouécas. D'abord le champion de la Guadeloupe sur route, Axel Taillandier, auteur d'un excellent Tour de Marie-Galante. Nul doute que cet attaquant sera aux avant-postes. Au même titre que lui, ils sont plusieurs à incarner la nouvelle génération du peloton guadeloupéen. Damien Ursel qui nous a gratifié d'un super tour de la Martinique, tout comme Lenny Benjamin de l'USL. Kendrick Clavier, vainqueur d'étape à Marie-Galante. Mévin Gène, leader d'une formation du CSCA homogène et capable de placer des bordures. Parmi les jeunes en grande forme, on peut citer Phil J. Palmiste ou Tony Christ Vanoni. Et puis, comment ne pas parler de l'armada de la TMC? Une Dream Team qui aligne Loïc Laviolette, récent vainqueur du Tour de Marie-Galante, Raphaël Lautonne, Larry Lutin et surtout Bastien Duculti, porteur également du maillot jaune à Marie-Galante. Voilà une équipe capable de renverser un tour. Les expérimentés du peloton sont présents également avec le triple vainqueur du Tour de la Guadeloupe, Boris Carène, qui revient de maladie suite à son abandon au Tour de Marie-Galante. Kéran Barolin en grande forme, Cédric Ramotte capable de battre n'importe qui au sprint. Pour finir, pensée spéciale au seul Guadeloupéen vainqueur d'étape en 2022, Jérémy Delumeau. Il serait bien inspiré de nous refaire le coup de l'an dernier. Et une sélection de Guyane sera bien au départ du Tour de la Guadeloupe ce vendredi, constituée de Dylan Will, Mario Jandia, Teddy Octavia, Kendrick Golitin, Vivian Van Els et Ludwig Tebin. Cette sélection va surtout pour découvrir évidemment ce Tour de Guadeloupe et se préparer en vue du prochain Tour de Guyane. Jean-Gilles Assard et Abel Parnasse. Dylan Will est le seul rescapé de la sélection ayant participé au Tour de la Martinique. La Guadeloupe, ce sera une première pour lui, tout comme Mario Jandia le Montjolien. Un tour d'un autre niveau et surtout je ne l'ai jamais fait, donc c'est déjà découvrir comment ça se passe, comment ça roule, le niveau et en vue de pourquoi pas une préparation particulière pour les années à venir sur ce tour. On ne sait pas encore comment le corps va réagir, surtout que je ne connais pas encore le niveau à l'extérieur. Je n'ai fait aucune sélection cette saison, donc on verra comment les gens vont répondre face aux adversaires en Guadeloupe. En attendant, cette équipe espère que ces 9 jours de course permettront surtout de s'accoutumer à une vitesse plus élevée que les compétitions locales. C'est vrai qu'autour de Guyane, les premières étapes, on n'est pas dans le rythme parce que bien souvent on se fait piéger. Donc ça nous permet, une fois arrivé sur le Tour de Guyane, d'être déjà dans le rythme parce que le Tour de Guadeloupe, c'est un tour 4 heures relevé, c'est un tour 2.2. Reste que le Tour de Guadeloupe prend fin 6 jours avant le départ du Tour de Guyane. Donc, il faudra gérer au mieux ses efforts. Il faut faire attention, il ne faut pas lâcher trop de plumes parce que la priorité reste le Tour de Guyane quand même. Et justement, ça va être quand même une préparation. Et puis après, c'est gérer la récupération, le repos, c'est ce qu'il y a de plus important. Constitués de coureurs volontaires au départ, puisqu'ils ont payé leur billet d'avion, quel sera le comportement de ces éléments compte tenu des échéances à venir? Chaque coureur va pour se préparer. Donc en fonction du ressenti qu'ils auront, s'ils sont capables d'aller jusqu'au bout, ils iront jusqu'au bout. Sinon, ils arrêteront avant, puisque leur objectif, c'est d'être bien sur le Tour de Guyane. Conscients de la difficulté qui les attend, les coureurs guyanais ne semblent pas décidés à imiter leurs aînés qui avaient arrêté à la mi-course il y a quelques années. C'est mouiller le maillot déjà, ça reste un maillot de sélection, donc on n'y va pas pour se promener non plus. Il ne faut pas s'attendre à de grosses performances de la Guyane parce que il faut savoir que c'est un tour assez élevé. Pourquoi pas croiter une étape ou deux? On part sous une équipe, donc comme j'ai dit, si on n'a pas fait un résultat, on va le faire et après on verra tout au long de la compétition. En confiance, après sa prestation en Martinique et sur un terrain correspondant à ses qualités, Dylan Will demeure ambitieux. Pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape. Il y a un top déjà, je pense 15-20 au général, ça peut être déjà très bien. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter.
tout en espérant que ces garçons brilleront à leur retour au départ du Tour de Guyane le 19 août prochain. Et on leur souhaite bonne route. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Autour de l'actualité, demain en radio avec l'équipe des matinales. Et dès 19h en télé, vous retrouverez Céline Feuzin. Très belle soirée à tous sur La Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.